Sur les stratégies de contenu, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au démarrage, la quantité est beaucoup plus importante que la qualité et il n'y a même pas de débat. Dans un monde idéal, en fait, on posterait 4 fois par jour. Soit tu publies plus que les autres, soit tu publies des trucs mieux que les autres. L'idéal est de réussir à faire les deux, mais on sait très bien que c'est pas pour rien s'il y a deux mots, s'il y a quantité et qualité, et c'est pas un seul mot. C'est-à-dire qu'il faut savoir renoncer à ces viralités extrêmes que tu peux obtenir sur TikTok, qui apportent aucun business et qui vont te diluer ta communauté directement quand tu fais des buzz sur TikTok. Que ça se déverse sur Instagram, ça se déverse sur YouTube, et ça a des impacts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lead Talk. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Théo Lyon. Théo, merci d'avoir accepté l'invitation et bonjour. Merci beaucoup de me recevoir, c'est un plaisir. Et aujourd'hui, on va discuter, Théo, de ta stratégie de contenu qui est hyper réussie. Franchement, c'est un exemple et c'est pour ça que je tenais vraiment à t'avoir ici sur l'émission. D'ailleurs, tu sais bien, on a eu plein de galères pour faire cet épisode-là, mais enfin, on est là. On va le faire et je suis sûr que ça se passera très bien et que tu vas nous ramener un max d'astuces. Ici, juste avant de commencer, est-ce que tu peux juste te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas? Oui, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Théo Lyon. J'ai monté une boîte qui s'appelle Kudak en parallèle de mes études à HEC que je viens de terminer là. La boîte a désormais un petit peu plus d'un an et demi. Notre spécialité, c'est de faire du Facebook et du Instagram Ads pour des marques e-commerce qui veulent accélérer. On est actuellement 24 dans l'entreprise. On va être 27 d'ici quelques semaines. Et on bosse avec une centaine de clients et on grossit d'à peu près 15% par mois. Voilà. Félicitations, c'est un parcours remarquable. Bon, voilà, la vitesse à laquelle ça monte, je te suis un peu sur les réseaux et on voit que c'est vraiment progressif et à chaque fois, c'est structuré, c'est bien fait, c'est tellement maîtrisé que justement, j'ai envie de décortiquer ça avec toi pour voir comment on peut atteindre une évolution aussi constante et parfois limite exponentielle aussi rapidement. Donc, juste avant de commencer, pourquoi tu as décidé de faire du contenu en fait? Est-ce que ça t'est tombé sur la tête ou tu avais discuté avec quelqu'un? Il y a plusieurs choses. Ça vient à la fois des inspirations, du genre de contenu que moi-même j'aurais pu consommer, vu que du coup de l'autre côté, qui étaient vraiment des inspirations américaines, où je sais qu'il y a une époque où j'étais un peu plus jeune, où je consommais beaucoup du contenu de Gary Vee, qui est un influenceur américain. Enfin, même pas un influenceur que je raconte, c'est un CEO qui est un peu la référence des stratégies de contenu en B2B. Enfin, B2B, même si en vrai, il touche un peu tout le monde maintenant, et qui expliquait qu'en gros, n'importe quelle, sa thèse, elle est très très simple. C'est que n'importe quelle entreprise est en fait un média et donc devrait produire du contenu en conséquence. Donc ce truc-là, à force de regarder des centaines de vidéos, il répète tout le temps la même chose. Parce que pour ceux qui connaissent un peu ce contenu, il y a vraiment 3-4 messages qui répètent en boucle. Ça a fini par rentrer. Il parlait beaucoup de LinkedIn, notamment à l'époque. C'était le moment où moi, du coup, j'étais en train de me lancer avec Kudak. Je savais que j'étais pas le meilleur vendeur, honnêtement. J'avais aucune notion en prospection, je n'avais pas bien construit mon discours de vente. Et donc, j'avais un peu peur de déranger les gens. J'avais tous ces un peu préjugés qu'on a qui sont totalement faux, hein, sur la vente, le démarchage, etc. Et donc, je voulais chercher une façon détournée de le faire. Et donc, je me suis dit, OK, si je peux réussir à produire du contenu, dans un premier temps, je faisais simplement des petits carousels sur LinkedIn où je balançais des informations, du contenu qui n'était même pas de moi, hein, que je relayais simplement, et que ça peut me ramener des clients. Écoute, je suis assez chaud, je peux rester pépouze chez moi sans devoir me faire violence et sortir de ma zone de confort. Donc, c'était pas forcément des motivations hyper saines. Ça me fait comme ça. Donc, c'est pas une histoire storytelling Hollywood, hein, mais bon, c'est un peu ça de base, quoi. Au moins, c'est pragmatique, c'est-à-dire que tu voulais pas vendre, tu as fait l'effet inverse, tu as retourné la chose et on va dire c'est limite, t'avais plus en fait cette crainte de vendre, tu as éliminé ce problème-là et ça venait tout seul. Et est-ce qu'au début, il y a eu du résultat rapidement? Oui. Alors, ça, c'est souvent des choses qu'on dit sur les stratégies de contenu, c'est que la raison pour lesquelles les gens s'y lancent pas, c'est parce que c'est souvent une stratégie qui est un peu long terme, comme n'importe quelle stratégie qui est un peu exponentielle, parce que souvent quand ça prend du temps à démarrer, une fois que ça a démarré, après par contre la croissance est tellement plus importante que les autres leviers qui sont plutôt linéaires, typiquement la prospection. Et donc en gros ce truc-là, moi j'ai la chance de pas eu, j'ai pas eu ce truc-là au démarrage. Au bout d'un mois, 2 mois, j'ai eu des résultats très vite sur LinkedIn, parce que LinkedIn c'est un peu une faille spatio-temporelle où tu peux accéder à des pros en masse, puisque quand tu fais un post et que tu n'as pas d'abonnés, tu peux quand même toucher beaucoup de gens si tu comprends bien les codes de la plateforme. Et donc, j'ai très très vite eu des résultats. D'ailleurs, LinkedIn est toujours, ça l'était quand je me suis lancé il y a un an et demi, et ça l'est toujours aujourd'hui, hein, une plateforme qui donne énormément de visibilité auprès d'un trafic très très qualifié, d'un public très qualifié, pardon.
Donc, ouais, j'ai eu des résultats assez vite. Donc, une, deux personnes qui me contactaient. À l'époque, j'avais même pas de landing page. C'est juste, ils m'envoyaient un message par LinkedIn. Et ensuite, on discutait comme ça. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose au démarrage. Juste faire un post, raconter un truc intéressant et avoir des gens qui sont intéressés derrière qui te contactent. Et ça se fait assez vite. D'accord. Et on va aborder les différents canaux que tu utilises, mais j'aimerais rester sur LinkedIn parce que c'est vrai que je suis aussi Gary Vee et il n'arrête pas de dire que c'est un réseau social qui est vraiment sous-coté. Et ici, tu confirmes la chose en disant que c'est vraiment la cible, elle est hyper qualifiée, elle est ultra qualifiée. Donc, et une phrase que tu as dit que j'aimais bien aimer, c'est si on connaît au début le petit rouage, ça peut vite aller. Est-ce que tu peux nous donner des petites astuces par rapport à ça? Ouais. Alors, je vais donner une astuce générale sur les stratégies de contenu. Il y a un truc un peu plus situationnel sur LinkedIn. Sur les stratégies de contenu, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au démarrage, la quantité est beaucoup plus importante que la qualité et il n'y a même pas de débat au début. C'était vraiment, faut poster beaucoup parce que la quantité, déjà, ça amène à la qualité. Tu n'as pas de raccourci. Tu peux pas, c'est pas réfléchir 2 heures de plus qui va te faire écrire un meilleur post. LinkedIn, du point de vue de l'algorithme, un algorithme, ça se découvre. Il faut tester plein de choses, regarder ce que font les gens qui sont bons et essayer de faire des trucs comme ça. Donc vraiment, quantité, je conseille de poster beaucoup au démarrage. Ça prend 30-40 posts avant d'en écrire un bon. Il faut être prêt à se manger des posts qui vont faire 3 likes et 3 likes dans les bons jours. J'ai plein de posts qu'on fait 0 like au démarrage et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Et ensuite sur LinkedIn, ce que je conseille, c'est vraiment le meilleur moyen de comprendre ce qui fonctionne, c'est d'aller mater les gens qui font des trucs qui fonctionnent. C'est très très simple, c'est le principe même du benchmark. Et donc là-dessus, je conseille de benchmarker. Par contre, là, c'est un peu plus fin, c'est de benchmarker les bonnes personnes. Ça sert à rien d'aller benchmarker des macro-influenceurs qui ont 100 000, 150 000 abonnés. Ce qu'il faut aller regarder, c'est les gens qui ont à peu près ta taille. Ou donc, ta taille, je parle vraiment en nombre d'abonnés, parce que c'est ça qui est important sur LinkedIn. Ça a un impact direct sur le reach de tes posts. Euh, et qui arrivent à faire des posts qui ont beaucoup d'engagement, parce que c'est toi, c'est la seule chose que tu vois de l'extérieur, ou qui disent avoir beaucoup d'impression. Et regardez un petit peu ce qu'ils font, parce que j'ai dit ça parce qu'un post, en fait, quand tu es petit, tu peux pas faire du général, du lisse, des trucs un peu gnangnan que font les gros et qui fonctionnent parce qu'ils ont un reach global. Tu es obligé de trouver ton angle, trouver un truc un peu différenciant et de bourriner là-dessus. Donc sur ce truc-là, je conseillerais d'abord de tester son angle, de se faire un petit plan de test, écoute quels sont les sujets que j'ai envie desquels j'ai envie de parler. Et parmi ces sujets, quels sont les plus clivants, c'est-à-dire ceux qui divisent le plus, qui vont plus susciter de réactions. Et là-dessus, le meilleur conseil que je peux donner, parce que je ne vais pas rentrer dans le concret de LinkedIn en mode saut daily, fait des trucs comme ça, on en parlera après, ça c'est des hacks. S'il n'y a pas la base, ça ne marchera jamais. Donc je conseille de vraiment posez-vous la question de quelles sont les 5 opinions que j'ai, avec lesquelles les gens sont plus souvent en désaccord, fais ta stratégie LinkedIn que sur ces 5 trucs. Et tu partages que sur ces choses-là. Et moi, j'ai fait ça, et c'est comme ça que ça m'a permis de sortir un tout petit peu du lot au démarrage et ensuite de lancer la boule de neige. D'accord. Et tu peux nous donner un exemple de un parmi les 5 sujets qui sont les plus clivants Ouais, pour toi? je vais prendre un truc tout con. Ça peut être des trucs assez bateaux, hein, mais je pense que pratique est beaucoup plus importante que théorie. Mais vraiment, c'est pas un 50-50, c'est un 80-20 pour la pratique et 20 pour la théorie. Et j'accède des trucs comme ça. Et j'ai pris un angle qui était un peu personnel, qui fait que j'ai fait HEC. Donc, un peu le temple de ce qui est censé être un peu le summum de la théorie. Donc, là où on est censé apprendre les trucs les plus académiques dans tous les sens. Et je sais que ça n'apporte pas de différence et qu'en vrai, pratiquer ne serait-ce que 3-4 semaines, t'apprends beaucoup plus qu'en 6 mois d'HEC, quoi. Donc, j'ai essayé d'avoir cet angle-là. Et c'est d'ailleurs un angle qui fonctionne toujours très, très bien dans mes posts parce que c'est une opinion axée avec des faits personnels. Parce que c'est ça qui va te différencier, c'est ton expérience que les autres n'ont pas nécessairement. Donc, il faut essayer de trouver comment est-ce que toi, tu vas tirer ton épingle du jeu et pourquoi est-ce qu'ils auraient envie de lire mon post et pas celui des autres. Justement, par rapport à HEC, j'allais récemment faire un post là-dessus, puis il y avait autre chose à faire, mais je compte justement faire un post avec ça parce que moi aussi, en sortant d'HEC, c'est vrai que tu te dis au début, tu as l'impression qu'en sortant, tu vas être le maître du monde, mais après, tu réalises vite Ouais. qu'après 3-4 semaines de pratique, le gars t'a dépassé en termes de compétences et tu te prends une grosse claque. C'est la première grosse claque, on va dire, dans le monde professionnel et elle fait du bien. Maintenant, Ouais. donc, ici, juste pour revenir sur LinkedIn, en termes de fréquence, c'est-à-dire au début, bourriner, 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 mais est-ce que je fais un post semaine, un post par mois, un post par jour? Dans un monde idéal, en fait, on posterait 4 fois par jour, vraiment. C'est que t'as pas de trucs comme quoi, genre, poster beaucoup va te tirer une balle dans le pied. Parce en plus, si tu postes 4 fois par jour, ça fait tu vois, chaque semaine, disons que tu postes chaque jour de la semaine, tu fais 20 posts par semaine. La courbe d'apprentissage, elle est énorme, elle est gigantesque. Mais bon, bien sûr, on peut pas. Donc, je conseille un post par semaine, c'est le minimum. Mets-toi sur 3 posts, poster tous les jours, c'est bien. Poster 2 fois par jour, c'est un autre level, ça nécessite une autre organisation. Mais ça marche aussi. Donc, ouais, la question, c'est le maximum.
qui rentre dans ton emploi du temps. D'accord, donc vraiment sur LinkedIn, accélérer à fond et foncer. Euh, après LinkedIn, je pense qu'on a abordé la question de manière assez brève, mais après LinkedIn, tu t'es lancé toi sur un autre réseau social ou sur une autre plateforme? Ouais, le premier qui est venu ensuite directement, c'était YouTube. Parce que j'ai vu un petit créneau qui était pas mal à exploiter et je voulais vérifier si ça fonctionnait enfin, ça fonctionnerait autant que je le pensais. C'était, moi j'ai un positionnement, donc pour la faire très simple, j'ai un positionnement du coup Facebook et Instagram Ads. Et quand tu tapes Facebook et Instagram Ads sur YouTube, tu tombes que sur des gens qui font du dropshipping et qui te vendent des Lamborghini, des trucs de ouf, des stratégies secrètes, etc. Et je trouvais qu'un angle plus terre à terre, un peu plus méthodique et genre un peu plus documenté pouvait être pas mal. Et il se trouve que pour l'instant ça n'a pas trop mal fonctionné sur la partie Facebook Ads. Donc je me suis lancé sur YouTube pour deux raisons. Ça c'est un positionnement qui est venu après la première pratique. La première vidéo que j'ai faite sur YouTube, c'est une vidéo où je me présentais rapidement et je documentais un petit peu ma vie d'HEC. Donc j'étais parti sur le campus, j'ai pris mon coloc qui était vidéaste, j'ai demandé de me filmer pendant une journée. Je suis pas obligé de faire ça en vrai, ça c'est sorti les gros moyens. Ça reste d'ailleurs, je pense honnêtement, la vidéo avec la plus grosse qualité de production de toute ma chaîne. Même j'en ai fait 140 des vidéos. J'en ai aucune qui a plus de qualité de production que celle-là. Et après, je voulais faire un petit format documentaire, c'est la troisième chose, où je voulais documenter mon aventure entrepreneuriale parce que j'avais encore une fois écouté Gary Vee qui nous disait ne crée pas, documente. Et donc, je me suis dit, OK, là, je suis obligé, je peux pas lancer une chaîne YouTube sans faire un peu ce qu'il dit. Ça a marché sur LinkedIn, faut que je le croise, mec. Donc, j'ai fait la même chose sur YouTube et ça reste un des formats. Enfin, quand on parle de YouTube, c'est marrant parce que c'est pas les formats qui font le plus de vues. Et du coup, ça s'appelle Road to 10 millions maintenant, le format, où la quête, c'est d'aller jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est les formats dont on parle à chaque fois. Et justement, je t'avais suivi, moi, c'est à ce moment-là que je t'ai découvert avec le Road to 1 million, à ce moment-là. Et ce qu'il y avait, c'est qu'on sentait une certaine régularité. Il y avait le JDA que tu avais sorti, etc. Est-ce que tu conseilles vraiment de documenter juste sa vie d'entrepreneur qui t'a à la fin devenir un peu ennuyeux, ou est-ce que justement tu fais des petits programmes sur le côté où tu apportes vraiment une énorme valeur? Bah, Ok, t'as plusieurs choses. Je pense que tu l'as dit avec le JDA, du coup, c'était Journal des Ads. Ça, c'était mon format vraiment Facebook. Je voulais parler de deux choses, en fait. Je voulais raconter ma vie entrepreneuriale et donner des astuces Facebook. Raconter ma vie entrepreneuriale, j'avais Road to 10 millions. Bon, de toute façon, j'avais pas beaucoup de moyens de production, donc je me posais devant ma caméra et j'essayais plutôt de briller par les choses que je racontais que par la qualité de production où j'avais pas de moyen de me différencier. J'essaie de faire en sorte de raconter les trucs les plus intéressants possibles. Alors, au démarrage, c'était pas très intéressant. Ça l'est peut-être pas d'ailleurs toujours aujourd'hui. J'aimerais bien le rendre un peu plus entertaining. Mais je pense que c'est assez intéressant là-dessus. Enfin, c'est ça la vraie différence entre les influenceurs et les entrepreneurs qui font du contenu. C'est qu'on n'est pas là pour divertir, on est là pour intéresser et donc on n'est pas là pour briller par la qualité nécessairement du contenu. C'est-à-dire qu'on peut briller surtout sans qualité de contenu. C'est ça le truc. Ça va nous être pardonné en fait. Donc ça c'est la première chose, c'est documenter mon aventure. Seconde chose, c'était parler de Facebook Ads. Alors là, Facebook Ads au démarrage, comme j'avais très peu d'expérience, j'avais beaucoup de mal avec la notion de légitimité. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est le journal des ads, où en fait, ce que je faisais, c'était que je prenais tout ce que je consommais comme contenu dans ma veille, classique, donc je regardais des vidéos YouTube, des articles, etc. Et je compilais les meilleurs trucs que j'avais vus, je donnais mon avis dessus, dans ce format-là. Et ça m'a permis de construire une petite légitimité. Et quand tu vois en fait que tes vidéos commencent à faire des vues, que les gens disent ah merci, c'est intéressant, j'aime bien ton avis là-dessus, tu dis ah putain, ça se trouve, c'est pas si con ce que je raconte. Et donc là-dessus, ils kiffent. Enfin, et donc j'ai continué et ensuite j'ai prolongé ce format-là avec des formats qui étaient. J'ai arrêté de faire le journal des ads et j'ai fait des vidéos originales en fait où je parlais des techniques qu'on employait chez Kodak. Donc ça c'est la troisième partie de la stratégie, c'est des vidéos un peu plus contextuelles que j'ai ensuite fait même pour le thème entrepreneuriat un peu plus personnel où je raconte des trucs qui se passent dans mon entreprise et un peu des leçons que j'ai apprises de trucs de tous les jours sans pour autant les mettre dans mon format documentaire. Donc Mhm. voilà, tu as ces deux formats réguliers et ensuite des formats un peu plus ponctuels où tu vas filer des astuces. Et moi, c'est ça qui marche bien. Et avant de recevoir des messages comme ça encourageants qui te poussent à te dire, bon, ça commence à prendre, il a fallu plus ou moins combien de temps, à quelle fréquence de publication? YouTube, ça va très vite. Hein. YouTube, dès que j'avais 500 abonnés, j'avais des gens qui étaient déjà en train de me contacter pour bosser avec moi. Je... En fait, ça dépend. Sur YouTube, en fait, il y a deux raccourcis vers la croissance pour devenir gros. Soit tu publies plus que les autres et t'es plus régulier. Moi, j'essaie de jouer là-dessus. Je sais que je suis pas un génie du contenu, mais j'ai une capacité de discipline et de régularité qui est importante, donc j'essaie de jouer là-dessus. C'est-à-dire toutes les semaines, quoi qu'il arrive, il y aura 3 ou 4 vidéos qui vont sortir. Euh, ou alors l'autre raccourci, c'est la qualité. Ça, c'est le truc qui est un peu plus compliqué à exploiter, dont je te parlais là juste avant.
pour les entrepreneurs. C'est que si tu fais des vidéos qui sont extrêmement qualitatives, donc soit en production visuelle, soit dans le contenu, c'est-à-dire vraiment tu te poses, tu écris un truc de ouf et tu fais une vidéo. Pour moi, la référence, c'est par exemple Marketing Mania, je sais pas si J'en ai les parlé. auditeurs connaissent, où C'est c'est un des livre. vidéos. Voilà. Ouais, en fait, c'est ça. Lui, il a pas besoin de faire 40 vidéos. En fait, tu fais une vidéo qui est tellement ouf que l'algorithme il va directement comprendre. Ou genre d'un Yann Leonardi aussi qui fait d'excellents contenus là-dessus. Et en fait, c'est ça. Tu as le raccourci en fait vers la croissance. Soit tu publies plus que les autres, soit tu publies des trucs mieux que les autres. L'idéal est de réussir à faire les deux, mais on sait très bien que c'est pas pour rien s'il y a deux mots, s'il y a quantité et qualité, et c'est pas un seul mot. C'est souvent compliqué à concilier. Donc ouais, je te dirais ça. Et surtout au début, moi, vu ce que tu me donnes ici, au début, vu le problème de légitimité qu'on a, bah, peut-être aller directement sur la quantité et se dire, c'est bon, moi, je ne suis pas marketing mania pour l'instant, j'ai pas encore assez confiance en mes compétences, etc. Donc, je vais plus aller sur la quantité, la régularité surtout. Peut-être une semaine pour commencer, une fois par semaine, essayer d'apporter un maximum de valeur, quelque chose que… Ce que j'aime bien avec toi, c'est que chaque fois, tu dis des trucs qui m'intéressent moi d'abord. Donc, vraiment, quelque chose qui t'intéresse toi, et puis tu les publies. Et je pense à ce moment-là, bah, comme tu as dit, dès que tu as eu 500 abonnés, ça a été assez rapide. En termes de temps, pour arriver à 500 abonnés, c'était combien de temps plus ou moins? Oh, 500 abonnés, c'est rapide, hein, ça prend un mois, 2 mois. Rapide. Là, pour te dire, j'approche, peut-être au moment où ça sortira, j'espère, j'aurai 10 000 abonnés parce que j'en ai 9 940 actuellement. Donc ça m'a pris, j'ai commencé en septembre dernier, ça m'a pris 14 mois, 13 mois. Non, 14 mois. Donc 14 mois là-dessus. Et j'ai publié 140 vidéos. Hein. Donc je suis plutôt, tu vois, la stratégie bourrin, c'est plutôt mon truc. Hein. Je peux citer 1000 chaînes qui ont publié 3 fois moins de vidéos que moi, même plus 10 fois moins et qui ont 10 000 abonnés. Euh, ouais, merde, ouais, tu disais donc combien de temps pour atteindre 400-500 abonnés? En vrai, ça va très très vite hein, quand tu trouves au démarrage. Moi, j'avais déjà une petite communauté sur LinkedIn, donc c'est peut-être aller un petit peu plus vite que si c'était parti de zéro sur YouTube. Mais bon, de toute façon, rien ne t'empêche, même si tu veux lancer que ta chaîne YouTube, de juste faire des petits relais sur LinkedIn de tes vidéos, si elles sont intéressantes, tu vas donner un peu plus d'amplitude et tu fais du déversement de communauté. C'est ça aussi le vrai luxe d'avoir plusieurs canaux, quoi. Et pour le côté hack sur YouTube, est-ce que tu as deux, trois hacks qui permettraient justement d'accélérer cette croissance? Euh, alors, j'en ai cherché beaucoup des hacks pour me lancer, en me disant que peut-être qu'il y avait ces petits trucs-là que je faisais pas et qui fonctionneraient bien. Et donc, c'est là où tu tombes rapidement dans les astuces, tu vois, sur le SEO, sur les titres, comment faire une miniature tu vois, qui génère de la curiosité vraiment, et en montrant. D'ailleurs, un truc qui fonctionne bien sur les miniatures, c'est de montrer le résultat directement de ta vidéo. Au lieu de montrer le process, tu montres le résultat là, que tu es censé avoir à la fin de la vidéo. Et toute la vidéo, la personne va attendre le résultat. Et donc, comme ça, tu fais du watch time supplémentaire, qui est une des métriques que regarde beaucoup YouTube. Mais non, mais un truc qui a été déterminant, je te donne un, c'est pas vraiment un hack, mais c'est juste de comprendre qu'il y a que deux types de vidéos sur YouTube, celles qui te génèrent des vues en automatique grâce au SEO et les autres. Donc, tu as des vidéos, c'est-à-dire que tu as des vidéos que les gens cherchent et des vidéos que les gens découvrent. Tu as des vidéos qui vont être découvertes quand tu vois que tu vas dans l'accueil. La majorité des vidéos que je fais sont à cet égard-là. Ils trouvent la miniature intéressante, ils cliquent. Et d'autres vidéos qui vont être cherchées par les gens. C'est très important d'être présent sur les deux parce que les vidéos qui vont te rapporter le plus de vues et le plus d'abonnés, moi sur ma chaîne, moi c'est le cas, 3 vidéos les plus vues sont elles bourrinent en SEO. C'est des vidéos qui répondent à des termes de recherche précis que tu peux analyser avec des logiciels. Je t'en donne deux. Tu as TubeBuddy, TUBEBU, DDY, et vidIQ, VIDIQ, qui te permettent de savoir un petit peu qu'est-ce que les gens recherchent et de pouvoir aller foutre ton grain de sel un petit peu sur. Tu vois, moi, je me cadre 20-30 mots-clés autour de Facebook Ads, de l'e-commerce, d'entrepreneuriat. J'essaie de les couvrir pour que quand quelqu'un cherche, il me trouve, peut-être pas en premier, mais il va me trouver dans la première ou dans la deuxième page, en scrollant. Et c'est ça qui ramène beaucoup de vues, parce que c'est cool, en fait, tu rentabilises bien ton contenu aussi comme ça, c'est du contenu evergreen, il est sur ta chaîne, il va continuer à ramener des vues, et tu vois, même 10 mois plus tard, il continue à te rapporter autant de vues. Ça, c'est ouf. Et en parallèlement, tu fais tes autres vidéos qui sont plus situationnelles et qui vont te permettre de donner du relief, de la personnalité, parce qu'il faut plus que juste des vidéos SEO. Personne ne s'est jamais attaché à quelqu'un après avoir fait une recherche YouTube, avoir obtenu la réponse à une question, parce que tu viens pour chercher une réponse. Je donne la réponse. Après, moi, le but, c'est d'agripper la personne et de la ramener sur mon autre contenu qui montre qui je suis et ce que je fais. D'accord, donc au début, peut-être à ce moment-là, peut-être placer le SEO et rapidement commencer à inclure l'autre type de vidéo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, ouais, au démarrage, si vraiment, en plus, comme ça résout un petit peu le problème des idées. Les gens ont un peu de mal à trouver des idées au démarrage pour se lancer. Bah là, tu vas chercher ce que les gens cherchent et tu réponds à leurs questions. Et ça, c'est très facile pour faire tes premières vidéos. Parfait, parfait. Pour YouTube, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je sais qu'après YouTube, YouTube t'a lancé aussi un autre compte, un autre réseau.
peux en parler un peu? Ouais, bah, écoute, alors, dans l'ordre, ça a été, bon, il y avait mon Instagram qui tournait depuis un peu de temps, mais je pense que tu parles de TikTok. Hem, TikTok, a été lancé et encore une fois grâce à Gary Vee, parce que c'est l'un de ses, heu, peu nombreux sujets d'expression. On parle beaucoup de TikTok, qui est toujours d'ailleurs une opportunité de ouf. J'y suis allé parce que c'est le LinkedIn, mais pour le B2C. Ça veut dire que tu peux avoir aucun abonné et faire énormément de vues et donc j'y suis allé vraiment pour, profiter de la fenêtre qui était ouverte et qui va d'ailleurs probablement bientôt se refermer j'ai pas de enfin, en organique, je peux faire des tueries, un petit peu comme Instagram à l'ancienne, sans avoir d'abonnés et pour quasiment que dalle, avec du contenu vraiment fait main, très rapide. Donc TikTok, alors c'est très spécifique la façon dont c'est utilisé en stratégie B2B de contenu, puisque c'est vraiment mon cas particulier, où tu auras très, très peu, disons, je vais pas dire jamais, parce que j'ai eu des gens qui m'ont connu uniquement par TikTok, qui sont allés me voir directement après avoir vu mon contenu TikTok. Des très bons clients d'ailleurs qu'on a encore dans l'agence. Mais je le vois vraiment comme c'est ton top of the funnel. Tu peux toucher tellement de gens sur TikTok que tu vas forcément drainer des gens qui sont intéressants pour ta cible. Et ton objectif, c'est pas qu'ils te contactent directement après TikTok, c'est qu'ils prennent une autre action. Donc soit qu'ils aillent sur YouTube, soit qu'ils aillent sur Instagram, soit qu'ils rejoignent ta liste email. Et à partir de ça, tu peux réussir à construire des communautés de ouf et avoir des gens qui vont te contacter une fois qu'ils ont vu. Toi, ça éveille l'attention. Ils se disent, ah putain, il est intéressant ce mec. Mais sur TikTok, tu peux pas donner assez pour donner envie à quelqu'un de bosser avec toi souvent. Il a besoin de regarder une grosse vidéo YouTube, de voir un post intéressant sur LinkedIn, sur Instagram, connaître ta vie un petit peu, voir ce que tu fais. Et il va finir par te contacter à un moment. Et tu vois, je connais plein de gens en B2B qui ont fait grossir des newsletters. Par exemple, je pense à Caroline Jurado qui fait du contenu sur TikTok sur les cryptos, que j'ai eu d'ailleurs je l'ai eu hier au téléphone, parce qu'on fait faire une petite série sur l'investissement. Et elle a 17 000 abonnés dans sa newsletter, ouais, avec en grande partie grâce à TikTok parce qu'elle fait du contenu sur les cryptos de ouf et qui est super intéressant. Et je suis comme ça. Et elle vit de sa newsletter, elle gagne, enfin, elle investit 5 000 euros par mois, donc ça veut dire qu'elle a des revenus assez confortables pour pouvoir investir 5 000 euros par mois. Et tu vois, c'est vraiment un truc où tu peux drainer du trafic qualifié. Et elle fait de la newsletter crypto. Enfin, ouais, crypto, il n'y a pas que des enfants qui dansent sur TikTok. Tu vois, il y a on peut vraiment trouver. C'est en train de devenir tellement grand de toute façon que toutes les démographies et tous les centres d'intérêt vont arriver sur TikTok. S'ils ne le sont pas, ils le seront dans 6 mois. Ouais, c'est ça, ça arrive très bientôt. D'ailleurs, justement, Caroline, je l'ai eu la semaine passée sur un épisode Ah, de ça. Donc, elle nous a tout détaillé. Mais justement, je voulais t'en parler un peu. Toi, sur TikTok, elle les ramène via la newsletter. Comme tu as dit, il faut sortir les gens TikTok. Le but sur TikTok, c'est de sortir les gens TikTok pour les ramener mhm. à te connaître ailleurs parce que il y a le côté éphémère, le côté vidéo qui est très, très court où tu peux pas. Les vidéos sont très courtes et tu n'arrives pas en fait à convaincre directement la personne de travailler avec toi. Donc, il faut la ramener ailleurs. Toi, comment tu t'y prends en fait pour les sortir? Est-ce qu'il y a une newsletter? Il y a d'autres chaînes? Quel appel à Ouais, l'action? c'est important. C'est important ce que tu dis parce que c'est la base fondatrice de ce truc-là. C'est que TikTok, souvent, tu vas mettre une vidéo qui fait 15 secondes. Tu regardes, pour arriver à une vidéo YouTube de 10 minutes, c'est comme s'il faut qu'il regarde 40 TikTok en entier, quoi. 40 TikTok de 15 secondes. Attends, si je regarde si j'ai bien fait mon calcul, ouais, 10 minutes, c'est bon. Euh, donc, c'est vraiment, tu vois, c'est beaucoup. Donc, en fait, une vidéo YouTube fait l'effet de 40 TikTok. C'est ça, globalement, tu peux te dire s'ils la mettent en entier. Donc, en gros, le truc qu'il faut mettre en place, c'est de. Ça se fait par deux choses, en fait. Ça se fait à la fois par tes redirections et par le contenu que tu vas poster. C'est que nous ne sommes pas des influenceurs. On est des entrepreneurs qui font du contenu ou des professionnels qui font du contenu pour faire grossir nos business. C'est-à-dire qu'il faut savoir renoncer à ces viralités extrêmes que tu peux obtenir sur TikTok qui apportent aucun business et qui vont te juste diluer ta communauté et faire un gros contraste quand tu vas poster du contenu qui va être vraiment pertinent pour ton business et qui va faire aucune vue en fait, parce que tu as drainé des gens que ça intéressait pas dans ta communauté. Et donc l'algorithme va se dire, ok, bah, il a 100 000 abonnés et il poste, et parce que tu les as eu avec une astuce, je sais pas, les 4 couleurs de caca, tu vois, et après derrière tu fais un truc sur 3 astuces marketing, bah oui, ils vont pas comprendre les gens. Tu vois, alors, et t'as vraiment, je te dis ça parce que c'est des vrais exemples. Hein, c'est des gens qui font du business, qui vendent des prestations. Ils font pas les 4 couleurs de caca, mais ils font des petites astuces, voilà, des trucs un peu dans des trends ou des trucs comme ça qui servent pas à grand chose. Donc c'est première chose, faire du contenu qui est vraiment pertinent et se détacher gentiment du nombre de vues. Moi, quand j'ai commencé à le faire et j'ai toujours des gens qui me contactent parce qu'ils m'ont connu sur TikTok et pourtant je fais 15 à 20 fois moins de vues que quand je faisais du contenu un peu putaclic sur des trucs qui n'étaient pas forcément liés à mon expertise. C'est la première chose. Et la seconde chose, c'est d'avoir des redirections qui vont bien. Donc première chose, tu peux lier des liens. Caroline, justement, elle a sa newsletter qui est pluguée dans son lien natif sur son profil. Tu peux connecter ton YouTube et ton Instagram. Et dans ton contenu, tu peux aussi dire allez voir la suite sur YouTube, allez voir la suite sur Instagram, essayer de faire du contenu en plusieurs parties,
parler d'Instagram, parler de YouTube et voilà, et mesurer un petit peu cette métrique-là. Enfin, mesurer le succès de TikTok par rapport à ce qui t'est rapporté sur les autres plateformes. Et tu le vois directement quand tu fais des buzz sur TikTok, que ça se déverse sur Instagram, ça se déverse sur YouTube, et tu as des impacts directs. D'accord. Et donc, justement, il faut sortir, en fait, même si on est sur TikTok, il ne faut pas chercher cette viralité que tout le monde recherche. Il faut justement essayer de prouver notre expertise. Mais comment faire, en fait, entre ce besoin d'aller chercher un maximum de personnes qui sont qualifiées, donc tu as quand même envie de qualifier, on se comprend, c'est le top of the funnel, mais quand même plus ou moins intéressé, et le fait de se dire, bah, je vais limiter quand même, je vais rester assez spécifique. En fait, quel est le compromis que tu as réussi à trouver, toi? Ouais, bah, le compromis, je le fais parce que ça marche. Ce que je viens de te dire marche aussi sur LinkedIn. LinkedIn, maintenant, du coup, j'ai la masse critique pour pouvoir faire des posts gnangnan qui font 500 000 vues et qui intéressent personne et qui sont, voilà, que j'ai pas du tout envie de faire. C'est simplement d'avoir ta stratégie divisée en 3 strates, tu vois, ton top of the funnel, ton middle of the funnel, ton bottom of the funnel, et où tu sais que le contenu qui va générer des conversions, c'est le bottom of the funnel. Je peux vous dire ce que ça représente pour moi. Moi, le bottom of the funnel, c'est quand je donne des astuces précises Facebook Ads. Ça intéresse un nombre très faible de gens, par contre un nombre très qualifié. Quand tu regardes une vidéo sur une astuce avancée, tu la comprends, que tu la trouves intéressante. Il y a de fortes chances que tu aies envie au moins d'en savoir plus sur moi, pas forcément de me contacter, mais de t'abonner ou un truc comme ça. Le second sujet sur lequel, donc c'est mon middle of the funnel, là-dessus, c'est là où je vais aller drainer, du coup, une partie un peu plus importante. Ça va être sur tout ce qui relève de l'e-commerce, où je vais pouvoir parler d'e-commerce et de marketing, des trucs qui vont pas forcément intéresser les gens qui sont dans le Facebook au jour le jour, mais qui font de l'e-commerce, mais qui sont plus forts en SEO, tu vois, ou SIA, qui vont être intéressés par ce que je raconte. Donc ces gens-là, je peux les drainer avec ce genre de contenu. Et le contenu tout en haut, c'est ton contenu top of the funnel. C'est là où tu vas pouvoir te permettre des choses sur l'entrepreneuriat, sur des astuces marketing très très générales, donc des biais cognitifs, tu vois. S'il y en a beaucoup sur LinkedIn, les gens qui font ce biais-là, sais-tu que ça fonctionne comme ça le marketing? Ça peut toucher beaucoup de monde, mais c'est très rare d'avoir envie de bosser avec quelqu'un juste parce qu'il a fait un post comme ça. C'est un truc intéressant, tu vois. Quelle est l'expertise derrière? Qu'est-ce que tu vends? Quelle est ton offre? C'est pas dit là-dedans. Et donc le but, c'est d'avoir à peu près une quantité, disons plus ou moins égale, même si au démarrage, je recommande d'être très très loin en bottom of the funnel. C'est ça qui apporte vraiment les résultats, qui fait moins de vues nécessairement. Et d'essayer d'un petit peu équilibrer, faire en sorte que chaque semaine, tu postes un nombre en proportion égale en fait de posts là-dessus. Et ça va te permettre d'aller drainer des grandes masses. Parmi ces grandes masses, d'ailleurs, tu vas voir après lesquelles sont intéressées et derrière lesquelles tu peux convertir. Le plus gros piège, c'est les gens qui font que du top of the funnel. Parce que c'est bon c'est des vanity metrics, c'est super. Tu peux faire un post disant ouais, j'ai fait 2 millions d'impressions la semaine dernière, c'est génial. Ça, si ça se reconvertit en business, t'as des gens qui arrivent à le faire, hein. Si vraiment tu as réussi à faire un post business très précis, qui fait énormément d'impressions, ça, tu vois, ça c'est une masterclass. Tu vois. Quelqu'un qui arrive à prendre un truc sur son expertise et toucher 100 000, 150 000 personnes, là, tu vois, putain, respect, quoi. D'accord. Et justement, je me dis, voilà, maintenant, on voit un peu tout. Toi, ici, ça t'a pris plus ou moins combien de temps d'arriver là où tu es? Je sais pas, je pense pas que tu nous as parlé de chiffres sur TikTok. Jusqu'où tu es arrivé et en combien de temps plus ou moins? Ouais, alors j'ai 68 000 abonnés sur TikTok et globalement, j'ai eu 62 000 abonnés en 6 mois. Et après, j'ai ralenti, j'ai une personne de mon équipe qui est partie, donc j'ai plus trop plus poster. J'ai décidé d'arrêter d'allouer. Quand j'ai arrêté de faire du contenu viral, j'ai arrêté de passer du temps à m'enregistrer. Ça me prenait, tu vois, 3-4 heures par semaine à monter tout là-dessus. Donc j'ai décidé de déléguer le contenu, de faire du contenu un peu plus de façon scalable, en faire plus, mais qui fait moins de vues, mais plus pertinent. Donc j'ai 68 000 là sur TikTok, je crois. Sur LinkedIn, il me semble que j'ai 26 000 abonnés, truc dans ce genre-là. Là, ça m'a pris pareil un peu plus d'un an et demi. J'ai commencé en même temps que Kodak, ils ont quasiment 2 ans. Sur YouTube, bientôt 10 000 abonnés, j'espère, on croise les doigts. Et sur Instagram, j'en ai 12 500, je crois. Justement, pour parler tout à l'heure d'Instagram, tu as dit que tu avais lancé ça au début. Qu'est-ce que tu fais sur Instagram? Parce que j'ai été voir, j'ai l'impression que c'est, je ne veux pas dire celui où tu postes le moins de contenu, mais il est particulier, c'est-à-dire qu'il est sur le côté et j'ai l'impression que c'est là où tu es, un peu le moins présent. Je ne sais pas si c'est qu'une impression ou c'est le cas. Ouais. Bah, alors, je le suis un peu moins parce que j'ai personne qui s'en occupe autant que YouTube. Et c'est plus compliqué. En fait, quand tu veux être présent fort sur Instagram, ça demande énormément de temps parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qu'il faut couvrir. Les Reels, les post feed, les stories. Ou c'est des choses qui prennent du temps. J'ai pas envie de me trimballer avec mon téléphone tout le temps, faire des stories en train de bosser. Ça, c'est un peu chiant. Mais là, en gros, ce que je me suis dit pour Instagram, c'est qu'est-ce que je couvre pas dans tous les autres leviers où je suis présent. Parce que ça, bon, j'ai LinkedIn où je parle de trucs pro, je parle bref, de Facebook Ads, d'e-commerce. J'ai YouTube où je fais à peu près la même chose, où je documente un peu plus mon aventure. TikTok où je fais du contenu un peu plus viral, un peu plus simple.
fais des extraits de mes vidéos YouTube. C'est d'ailleurs une bonne technique aussi. Si vous êtes sur YouTube, vous prenez juste des extraits de vos vidéos YouTube, mettez-les sur TikTok et ça vous fera votre première entrée sur la plateforme. C'est très bien. Ça fera pas énormément de vues, mais ça fait du contenu. Et donc, je me suis dit, les gens, ils vont venir sur Instagram, ils ont envie de me connaître, ils ont envie de voir ce que je fais. Et Instagram te donne un truc cool, c'est l'interaction. Il n'y a pas d'autre plateforme qui te permet autant d'interagir avec les gens. Et ça te permet d'avoir des communautés hyper engagées, donc d'échanger avec les gens par direct, enfin par message. Par exemple, si tu veux me contacter, Instagram reste le meilleur endroit parce que j'utilise en fait comme un particulier. Je me dis, ok, je veux pas l'utiliser. Je suis pas CEO de Kodak, tu vois, sur Instagram. Je suis Théo qui est en train de monter une boîte et qui raconte un peu sa vie. Et certaines personnes, ça les intéresse. Mais en fait, ce que j'ai envie, c'est que ça me mette dans une catégorie un peu à part où je me dis, un CEO d'une boîte du CAC 40, il fait pas ça. Et justement, j'ai envie de faire ça et de voir jusqu'où ça peut être poussé et de me mettre dans une catégorie où j'aimerais bien en fait être dans 4-5 ans, si jamais tout se passe bien, tu vas avoir une grosse boîte et me dire, ok, bah, je suis toujours en train de faire ces choses-là. Comme Gary Vee arrive à le faire. Gary Vee, il a une entreprise, je ne sais même pas combien ils sont chez VaynerMedia, VaynerX. C'est monstrueux le truc. Et il arrive toujours à faire ces choses-là. Donc, moi, voilà, je me suis juste dit un peu d'humanisation, de lifestyle, tu vois, genre, on voit ce que ça donne. C'est pour ça que ça croît un petit peu moins vite que les autres. Ouais, même, j'ai été un peu analysé ton compte et même si on voit que c'est du lifestyle, tu es moins dans le m'as-tu vu, vraiment, je suis meilleur que les autres. Tu es plus, je documente, voilà ce qui se passe, voilà la réalité. De temps en temps, il y a une petite photo en PC, mais voilà, sans plus. Je veux dire, c'est vraiment la réalité que tu montres et avec un peu de valeur de temps en temps. Je pense que tu fais un post valeur, un post documentation, si je me. Ouais, j'essaie d'alterner un petit peu. Je fais quand même des petits carousels où je fais des résumés de mes vidéos YouTube en fait aussi. Bah, ah oui, bon, ça c'est vraiment un autre conseil de Gary Vee, c'est quand tu as fait un contenu, tu dois l'exploiter dans toutes les manières qui existent. Je vous dis comment j'exploite moi. Souvent, je fais un posting qui marche plus ou moins bien. Quand il fonctionne, je fais une vidéo YouTube sur un sujet un peu connexe. Cette vidéo YouTube, j'en tire des extraits que je mets sur TikTok. Si le sujet intéresse les gens, je fais intervenir quelqu'un dans mon podcast qui est sur le sujet. Sur Instagram, je fais un carrousel sur les idées de ma vidéo YouTube enfin voilà, je numérote, pardon, c'est ça le mot que je cherchais. Les astuces et en fait je les fais comme une énumération. Donc c'est un truc qui fonctionne bien. Pour que juste je retombe bien sur mes pattes, est-ce que tu peux me répéter ta question? Donc, on parlait en fait, je ne sais même plus la question parce que je suis parti avec toi, mais tu parlais du content pillar justement, de comment tu fais par rapport à réutiliser tout ton contenu. Je pense qu'on parlait d'Instagram par rapport à la régularité que tu faisais, comment tu alternais, mais en parlant de content pillar, moi, on peut partir là-dessus parce que c'est justement quelque chose qui aide beaucoup les gens. Ils se disent comment Théo il fait, il a 24 personnes à gérer, ou 23, et de l'autre côté, il fait autant de contenu, donc comment faire? Et justement, je voulais que tu parles de cette optimisation que Gary Vee met tant en avant. Et juste, je me dis ici, tu nous as donné ta stratégie, merci, c'est exactement la question que je voulais te poser. Mais parfois, peut-être que si tu n'as pas une idée, si tu n'as pas un post sur LinkedIn, etc., est-ce que tu as des sujets de prédilection que tu utilises ou tu attends vraiment que le marché, enfin, que LinkedIn réponde Bah, que ce sujet est intéressant avant de le faire? alors, non, bah écoute, il y a plein. Toi, j'ai pris le point d'entrée LinkedIn, là, je t'ai pris un post LinkedIn qui fonctionne, voici ce que je fais ensuite. Ça peut venir aussi de YouTube, hein. Et inversement, parce que je fais du contenu, il faut pas faire que de la réadaptation de contenu aussi, sinon c'est chiant. Les gens ils se disent, j'ai l'impression de voir pareil sur toutes les plateformes. Faut chaque fois avoir une spécificité, un truc que tu peux voir que sur cette plateforme. Et ça va être la raison pour laquelle les gens ils vont s'abonner par-ci ou par-là. En gros, alors, putain, j'ai un peu de mal. Qu'est-ce que tu me disais pour revenir sur la question? Donc, juste par rapport à la question, c'était juste où est-ce que tu trouves ton inspiration en fait? Est-ce que tu attends que ça marche? Ouais, c'est ça que je voulais dire. J'avais noté en plus, je voulais te parler d'un truc, sorry, c'est un peu tard. Sur l'inspiration, en plus, en gros, tu as plusieurs façons de le faire. Ce que je te conseille, c'est que bon, moi, j'ai bien sûr mes sujets qui fonctionnent, où j'ai vu que ça fonctionnait sur LinkedIn, sur YouTube, etc. Donc, si j'ai pas d'idée, je pourrais trouver une idée de vidéo à faire sans problème. Mais le truc qui fonctionne bien au démarrage, c'est ça, parce que c'est comme ça que je débloque les gens dans l'équipe, parce que nous, on fait partager toute l'équipe. Et quand ils trouvent pas d'idée pour partager, je leur file cette technique-là. C'est tu prends tes 10 créateurs de contenu préférés, tu prends à chaque fois la vidéo qui t'a le plus plu, et tu essaies de trouver une idée dans la vidéo avec laquelle tu n'es pas d'accord. Et tu construis un post LinkedIn sur cette idée-là. Tu commences par la thèse de la personne que tu as kiffé. Comme ça, en plus, tu vois, tu peux pas rager sur quelqu'un, le mec, tu le kiffes, c'est pas une critique. Ce mec, je l'adore là, et sur cette vidéo, il a dit ça, c'est super intéressant. Ce point-là est un peu plus ambigu, et ensuite, tu développes ton argumentation.
Et comme ça, tu as une source d'inspiration infinie. Genre, tant que tu consommes du contenu, tu peux trouver des idées pour ton contenu à toi. Et ça marche bien, mais en fait, c'est juste une façon, c'est du benchmark un peu détourné. Hein. C'est juste regarder, ça évite de copier, parce que du coup, tu donnes un avis personnel, et ça marche assez bien. Justement, ça, c'est une technique que tu as dit aussi au début. Au début, commencez, prenez ce que les gens font, rajoutez votre petite touche personnelle et allez-y. Mais tu as dit quelque chose de très important ici, c'est le côté, si tu en consommes, tu auras plus facile à en faire. Et ici, Ouais. vu que tu en fais beaucoup, combien de temps ça te prend en termes de consommation de contenu par semaine? De consommation personnelle de contenu. Euh, alors ça, c'est un truc que je monitore pas parce que c'est vraiment du temps personnel. Donc moi, je le fais pour mon plaisir. Donc je sais pas combien de temps je passe sur YouTube principalement. Enfin, quasiment que YouTube sur l'inspiration et sur les idées ou dans les livres. Je sais que ça va assez vite. En fait, mon point à chaque fois où je priorise mes idées est le lundi. Le lundi, je me pose, ça me prend une demi-heure en fait de prioriser mes idées de contenu pour la semaine, de les trouver. Parce que je note des trucs pendant la semaine. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'en fait, plus tu partages, plus tu as d'idées. Et ça, c'est vraiment un truc qui est impossible à comprendre tant que tu n'as pas commencé à partager. Quelqu'un qui n'a pas commencé à partager, il peut pas comprendre ce truc-là. Il dit, mais c'est pas possible, tu vois. Tu postes 4 vidéos par semaine, 2 posts LinkedIn par jour. Et tu sais, il y a des gens sur LinkedIn, Thibault Louis, par exemple, vous connaissez peut-être, je sais pas si tu l'as reçu dans ton podcast. Là, il va venir en janvier. Ah, bah, top. C'est un gars qui poste parfois 3, 4 fois par jour sur LinkedIn. Et quelqu'un qui connaît pas va se dire, mais comment est-ce qu'il fait pour trouver de l'inspi? En vrai, ça vient vite, tu vois. C'est des choses où plus tu partages, plus tu as d'idées. Et ça prend pas beaucoup de temps à ces gens-là. Tu vois, Thibaut, tu peux en parler avec lui. Mais je suis pas sûr que ce soit la partie la plus dure. La partie la plus dure, ça va être d'écrire un post intéressant sur les idées qu'il a trouvées. Et les meilleures idées viennent souvent quand tu n'es pas en train de trouver des idées, d'essayer de trouver des idées. Moi, mes meilleures idées, c'était à la salle ou mes posts qui ont bien marché. Ouais, j'étais à la salle ou j'étais en train de faire autre chose dans les transports. Et t'écoutes un truc et t'es, ah putain, lourd, je viens de penser à telle chose. Et plus tu consommes, plus tu vas aussi, pas plus, enfin, tu vois, plus tu partages, plus tu vas avoir d'idées. Et plus tu consommes, plus tu vas avoir d'idées. Donc, consommez des trucs intéressants par des gens qui racontent des trucs intéressants. Et vous aurez des trucs intéressants à raconter. Simple, basique, phrase toute faite. Voilà. Tu as parlé tout à l'heure du lundi, la petite demi-heure que tu prends pour tenir en fait un calendrier de publication. Tu le fais pour tous les réseaux ou est-ce que voilà, c'est beaucoup feeling? Ouais, je le fais pour tous les réseaux. Je priorise mon contenu en fait le lundi pour toute la semaine. Donc je prévois plusieurs choses. Je prévois tous mes postings de la semaine. Que bon, je les écris pas, hein, mais juste j'écris les thématiques. Je sais que comme ça j'ai un point de repli. Je les respecte pas tout le temps, mais au moins j'ai un plan. Donc sur LinkedIn, je prévois mon tournage pour TikTok que je tourne une fois. Ça me prend 1 heure de tourner 5-6 TikTok parce qu'après moi j'ai une personne qui les monte. Je prévois les vidéos que je vais tourner pour YouTube. Je fais 2 tournages YouTube par semaine. Je enregistre 4 vidéos. Et il y a autre chose. Ouais, sur le podcast en général, souvent je fais une vague où je shoot 5-10 messages à des invités qui m'intéressent. Je le fais tous les 2-3 semaines. Souvent ça m'alimente les semaines. Donc je n'ai pas vraiment de travail de priorisation là-dessus. Et pour Instagram aussi, je priorise les posts qu'on doit faire. Même si là, j'ai une personne qui m'a rejoint récemment, donc on va certainement changer le process. Mais c'est pour ça qu'il n'y avait pas trop d'activité sur le compte Instagram. Mais ouais, c'est ce moment-là où je le fais le lundi matin, une demi-heure, 1 heure. Ça suffit largement. D'accord, justement, tu as parlé du podcast. Est-ce que tu le considères comme, bah, je pense que c'est un canal parmi tes différents canaux du média. Euh, Mm. est-ce que ça te rapporte vraiment du trafic qualifié ou des clients ou pas du tout? C'est plus, on va dire, plus pour apporter de la valeur. Alors, c'est compliqué de savoir exactement les gens qui viennent du podcast, sachant que, en gros, ce que je me suis dit, c'est encore une fois, c'était le même raisonnement qu'Instagram, c'est qu'est-ce qui manque dans, cette fois-ci pas sur mes sujets d'expression, mais sur les formats. De toute façon, tu as des gens, ils regardent pas YouTube, ils regardent pas Instagram, par contre, ils consomment des trucs audio. Ils sont dans les transports, ils aiment bien, ils écoutent leur podcast tous les matins, tous les soirs. Et ces gens-là, moi, j'ai rien à leur donner. J'ai rien à leur offrir comme contenu. Il faut que je trouve ce truc-là. Et il manquait une partie vraiment étude de cas, c'est-à-dire astuce pratique. Donc là, le podcast, c'est parfait. Tu peux recevoir des invités qui font du contenu pour toi. Tu as juste à leur poser des questions et essayer d'être un minimum intéressant. C'est eux qui racontent des trucs intéressants, des trucs de ouf. J'apprends des trucs de malade dans les podcasts parce que je reçois que des marques e-commerce. Et ils font du contenu pour toi. J'en poste un par semaine. J'enregistre tout à distance exactement comme toi tu fais. Et c'est pour ça que c'est trop bien aussi. Quand tu n'as pas trop d'inspiration, faire un podcast, c'est vraiment ouf au début. Parce que tu vas te former, tu vas parler avec les gens, tu vas prendre des trucs de ouf. Et après, ça te donnera plein d'idées de choses à faire. Donc, ce podcast-là, c'est un peu compliqué de savoir. Mais je me dis que tu vois, quand tu as écouté, ça rentre un peu dans la même catégorie que YouTube. C'est-à-dire, quand tu as maté une vidéo de 20 minutes d'une personne sur YouTube, il y a un mini lien qui s'est mis entre l'auditeur et toi.
Et le podcast, c'est pareil. Quand tu as écouté 1 heure de podcast avec quelqu'un, tu vois, à la fin, j'espère que quand ils auront fini d'écouter cet épisode, ils auront de l'affection pour toi. Tu vois, ils se diront, OK, ce mec-là, bon, voilà, bref, diront peut-être que l'invité est un connard qui fait que parler, qui parle très vite. Mais au moins, ils diront, putain, tu vois, alors, lourd, ce mec-là, je l'ai écouté pendant un peu de temps. Ça me plaît ce qu'il raconte. Et donc, tu as développé un lien qui est unique, que tu peux pas avoir sur les autres plateformes, même sur LinkedIn, sur Twitter, Instagram, etc. Ça, tu peux pas l'avoir autre part. Donc, c'est surtout pour ça que j'ai fait ça, pas forcément pour les conversions directes. Donc justement, en fait, le but, c'est d'être là où tous tes prospects sont et de leur offrir ce qu'ils recherchent parce qu'au final, tu as souvent de la valeur à leur offrir. C'est juste que tu n'es pas là au bon moment, au bon endroit. Moi, j'ai plein de gens justement pour l'émission. Au début, on voulait la faire qu'en vidéo parce que je trouvais que c'était beaucoup mieux. Moi, c'est le format que je préfère. Mais il y a plein de gens qui m'ont dit non, Youssef, s'il te plaît, mets-nous ça en audio. Et d'ailleurs, on a lancé ça parce qu'il y a une demande. Il y a plein de gens, comme tu as dit, dans le transport, etc. Et au final, il y a cette demande-là. C'est des gens que tu pourrais aider, mais juste parce que tu ne fais pas l'effort, tu ne les aides pas, alors que ça peut être des clients potentiels très, très intéressants. Donc, comme tu as dit, c'est vraiment un format où, contrairement à TikTok, là, le gars s'engage avec toi sur 1 heure ou 2 ou tout un trajet. Et on sait que maintenant, avec tous les bouchons qu'il y a partout, il y a moyen de vraiment faire quelque chose, de tisser un lien qui est assez fort avec les personnes. Donc, je te rejoins à 100%. Pour, pour terminer, je voudrais juste parler de la newsletter. Est-ce que tu t'en occupes à 100%? Et qu'est-ce que tu. Enfin, je sais que tu en as deux, je pense. Ouais. On en a deux. On en a une qui est la newsletter en fait, de l'entreprise. On va envoyer régulièrement des petites astuces Facebook Ads ou des trucs qu'on a testés et qui fonctionnent bien. Là-dessus, donc j'ai délégué, je l'ai écrite pendant longtemps, toutes les semaines. Au début, c'était de la curation de contenu, donc exactement une façon de réexploiter le journal des ads. Tu vois, je suis vraiment partout dans la réexploitation de contenu. Quand je fais un truc une fois, j'ai envie que ça soit utile partout. Tu le remixes un peu et tu donnes ton avis, il est un peu différent et tu mets les liens vers les vidéos, etc. Je faisais vraiment ça. Maintenant, on donne des astuces un peu plus natives, parce qu'on peut le faire et que j'ai une équipe qui le fait. Ça, c'est la première newsletter. Et la seconde newsletter, c'est un truc qu'on a fait, c'est un business quasiment à part dans Kodak, qui est une newsletter qui s'appelle Scroll Stopper, dans laquelle là, pour le coup, on s'adresse uniquement aux personnes qui cherchent de l'inspiration créative pour faire la créa Facebook. Et donc, eux, on leur donne 5 inspirations par semaine qui sont analysées et on leur explique comment est-ce qu'ils peuvent les répliquer sur leur marque. Et donc, ce truc-là, il y a une version gratuite et une version payante. Ça, pour le coup, je l'ai écrit riche. Ça coûte 12 euros par mois. Et c'est un super business model, d'ailleurs, le business model des newsletters. Caroline a certainement dû vanter les avantages dans l'épisode précédent. Et c'est vraiment un très très bon business model parce que ça scale bien et c'est un peu du SaaS pour les gens qui savent pas faire de logiciel, tu vois. T'as de l'abonnement et de la récurrence, ce que cherchent à peu près tous les autres business qui ne sont pas SaaS. Et justement, ici, on a fait un peu le tour de tout. Tu m'as parlé du côté monétisation de la newsletter, mais pour les autres, est-ce que tu monétises uniquement avec tes services ou est-ce que maintenant tu as lancé, je sais pas, peut-être une formation, un accompagnement ou autre? Ouais. Sur la construction de l'offre, en fait, on a lancé plusieurs choses. En fait, l'offre Kodak est assez simple. Enfin, l'équation de croissance de Kodak est assez simple, disons. Tu as 3 facteurs. Tu as le nombre de clients, fois le panier moyen, fois le temps où il reste chez nous. C'est tout simple. C'est que ces 3 facteurs-là qui sont importants. Donc, sur le nombre de clients, là-dessus, c'est une métrique qui s'optimise assez. Enfin, voilà, bref, soit tu es dynamique, soit tu pas dynamique. Plus je publie de contenu, plus j'ai des gens qui sont intéressés par moi. Sur le temps moyen d'accompagnement, ça, c'est sur la qualité de l'accompagnement que tu délivres. Et je vais retomber sur mes pieds. Sur le panier moyen, c'est là où ça peut être intéressant d'avoir plusieurs offres. Parce que pour faire augmenter le panier moyen, soit tu fais en sorte de facturer plus cher un truc que tu facturais déjà, mais bon, à un moment, tu atteins des limites. Soit tu factures une autre prestation. Donc, tu développes une nouvelle expertise. Et donc là-dessus, nous, on a plusieurs choses. Nos points d'entrée, il y en a plusieurs. La classique, c'est la gestion de campagne. Soit on gère de la campagne, soit on produit des créas pour toi, c'est un autre point d'entrée. Soit on peut faire aussi du coaching, c'est-à-dire si tu ne veux pas qu'on gère tes campagnes, on t'accompagne sur un certain nombre de temps et tu as une personne qui te suit là-dessus. On a de la formation en ligne qui est un peu plus scalable. On a notre newsletter qui est une façon de monétiser. Et on est en train de développer des nouvelles offres, donc c'est-à-dire sur TikTok, etc., qui vont plutôt venir en upsell des personnes qui nous ont pris une des 4 ou 5 que je viens de te donner et qui ont envie de prendre une offre supplémentaire. Ces gens-là, on va leur donner de l'organique, on va leur des nouveaux leviers, du Snapchat, du Pinterest. Donc ouais, tu as plein de façons de monétiser, mais je n'utilise pas trop les façons de monétiser comme les influenceurs, donc typiquement l'affiliation, le revenu YouTube, tu vois, YouTube me rapporte, bon, ça rapporte 500 euros par mois, c'est cool, mais je pourrais pas en faire un business model total, quoi. Faudrait vraiment que je prenne le truc à fond avec des partenaires. Je vais jamais faire un placement de produit, quoi. Hmm. Ouais, ça.
Donc, comme tu as dit, il y a assez de manières de monétiser de l'autre côté, de manière pour Kudak, où toi, tu es sûr de ta qualité que de faire de l'affiliation. Après, chaque business model a ses avantages et ses inconvénients, mais ici, dans ton cas, je te rejoins complètement. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Merci pour toute la valeur. Ici, on a regardé un peu tout ce qui est média. J'aimerais juste savoir, une personne qui a regardé notre épisode, qui à la fin a vraiment envie de lancer son média, quelles seraient les erreurs que tu lui dirais de ne pas faire? Je vais en donner. Alors, deux. La première, c'est la surintellectualisation. Ça, c'est vraiment le truc où tu vas essayer de. Tu vois que du contenu quali, c'est ce qui fonctionne. Donc, tu vas penser qu'en réfléchissant longtemps, tu vas faire du contenu quali. Sauf que le mec qui fait du contenu quali, il fait pas du contenu quali parce qu'il a réfléchi longtemps. Il fait du contenu quali parce qu'il en a fait beaucoup avant. Donc, ça, ce truc-là, c'est indépassable. C'est impossible de passer au-dessus. Donc, ne surintellectualise pas les choses. Publie beaucoup et tu vas faire du bon contenu. Et la seconde chose que je voulais te parler, c'est la copie totale. C'est-à-dire que c'est un peu le piège du benchmark. C'est que tu vas avoir plein de choses qui fonctionnent, tu vas avoir envie de faire pareil. Et le pire, c'est que ça va fonctionner quand tu vas copier. Sauf qu'en copiant, tu vas. En fait, tu vois, le but du branding, c'est la différenciation. Si tu utilises l'attention que tu génères chez les gens pour parler exactement la même chose que les autres, ça va pas fonctionner. Et le pire, ce qui va t'arriver, c'est que tu vas faire des vues, mais que les gens vont pas se rappeler de toi. Tu vas pas être mémorable. Tu vois, le but, c'est pas d'être. Enfin, c'est pas que les gens te voient, c'est que les gens se rappellent de toi et qu'ils aient envie de bosser avec toi. Et ça, ils peuvent le faire que si tu t'as donné quelque chose qui est unique que les autres n'ont pas donné. Donc, copier, c'est bien au démarrage. Enfin, non, même pas. Enfin, bon, bref, copier. Au démarrage, tu peux copier, c'est pas grave, tout le monde a copié au début. Ensuite, tu peux essayer de donner ton avis sur les choses que tu copies, ça c'est cool. Et ensuite, tu vas pouvoir commencer à créer, entre guillemets, parce qu'on sait bien que quand tu as une idée, il y a toujours 1000 mecs qui l'ont eu avant toi. Donc, c'est jamais vraiment de la création. Mais voilà, je dirais vraiment pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre et de faire exactement pareil. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as à refaire, enfin, à refaire, qu'est-ce que tu dirais à Théo d'il y a 2 ans de faire? Euh, bah, sur la régularité, je dirais que tu as compris que la régularité, ça fonctionne, publie plus. J'ai attendu trop longtemps avant de publier une fois par jour et même 2 fois par jour. Ce truc-là, alors que c'était évident, c'est très simple, hein. T'as un post qui fonctionne, si t'en fais deux, ça fonctionne, c'est fois deux, quoi. Sur ce truc-là, et qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Non, je pense que sur YouTube, je me serais dit cultive plus ta différence et demande aux gens ce qu'ils kiffent chez toi. Donc, moi, j'ai découvert les gens ils kiffent deux choses. Ils kiffent quand j'analyse des trucs. Donc en fait, maintenant, c'est pour ça que je vais commencer à faire des vidéos d'analyse. J'ai attendu 140 vidéos avant de le faire, c'est pas trop tôt. Et seconde chose, c'est ils aiment bien être un petit peu la petite mouche derrière Kodak. En gros, c'est-à-dire le behind the scenes. Quand je leur donne des infos sur Kodak, et donc en fait, il faut que je fasse du format documentaire et que j'en fasse plus. Et donc c'est la direction que je vais donner. Mais essaie demande aux gens ce qu'ils kiffent et demande-leur oralement, quoi. Et écoute les retours qu'ils te font. D'accord, parfait. Donc, pour résumer en tout, Gary Vee avait raison dès le début et il faut continuer à l'écouter. Voilà. Il a souvent raison. Il avait Parfait. raison. Merci beaucoup, Théo. Franchement, tu nous as donné une valeur de dingue. On a fait le tour de tout ce que tu fais en termes de transparence, etc. C'était parfait. Une dernière question, j'ai oublié de te poser la question. C'est combien de leads en fait ça te génère tout ce média-là? Au final, combien de leads ça te génère par semaine? C'est entre 25 et 30 par semaine. D'accord, parfait. Donc on voit que les efforts payent. Ouais, c'est ça, ça fonctionne bien. Pour clôturer juste cet épisode, est-ce que tu pourrais nous donner 3 personnes qui sont aussi inspirantes qu'on pourrait inviter ici sur cette émission? Alors, je vais t'en donner même qui sont beaucoup plus inspirantes. Tu as celui que j'aime bien, c'est Adrien de chez Slick. Attends, je te dis Adrien, moi non, vas-y. Bon, t'as Adrien ou non, plutôt Antoine. Moi, le CEO il s'appelle Antoine. Antoine de chez Slick, qui fait du TikTok. Super. J'aime bien parce que je vais te filer que des entrepreneurs un peu de la nouvelle génération qui font du contenu aussi. C'est des gens que j'aime bien et on se parle tous entre nous vu qu'on se connaît. Tu as ensuite Valran du Crayon. Lui, sa quête, c'est de réussir à faire un média. Ouais, bon, lui, son travail, c'est de générer de l'attention. Donc, il aura certainement des choses très intéressantes à raconter. Et en troisième personne, il y a déjà eu Caroline. Mais Caroline, je l'ai eu, elle est très, très intéressante. Caroline, dans la façon dont elle fait les choses. Et sinon, moi, je dirais ouais, Yann Leonardi.
Je ne connais pas les deux premiers, mais Yann Leonardi, je sais que c'est du lourd, donc on va essayer de l'avoir. En tout cas, Théo, merci beaucoup. Pour te retrouver, c'est Théo Lyon partout, parfois Théo le Lion. Mais je sais pas, C'est ça. au pire, je mettrai en dessous. Ben voilà, surtout sur LinkedIn, tu es hyper actif. Tu es actif partout, en fait, j'ai envie de dire. C'est vraiment partout. Ouais. Le nom de ton podcast, tout à l'heure, tu ne me l'as pas donné. Ouais, ça s'appelle les brutis commerce, pour ça vraiment pour les gens qui aiment l'e-commerce. Hein. Et si vous voulez plutôt, si tu copies général, allez sur Instagram ou sur LinkedIn, ou même YouTube. Parfait. Merci beaucoup, Théo. Et je te dis à très bientôt. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir reçu, c'était un plaisir. Et bah passe une bonne soirée. Ciao. Ciao. Ciao.